Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Je reçois aujourd'hui Dominique Régnier, qui est politologue, directeur de la Fondation pour l'innovation politique. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour. Vous avez participé, vous avez même dirigé une vaste étude sur l'état de la démocratie dans le monde, à un moment finalement de forte tension entre ces démocraties et des puissances autoritaires d'une part, et puis même à l'intérieur même de ces démocraties. Alors, c'est une étude planétaire qui s'intitule Liberté, l'épreuve du siècle. Elle a été réalisée dans 55 pays, on le voit à l'antenne, et au total, 47 000 personnes, un échantillon extrêmement vaste, a répondu à différentes questions. Alors, ma première question, Dominique Régnier, elle va être toute simple. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans une telle aventure? Est-ce que parce que vous estimez que le danger, finalement, que ce soit un danger extérieur ou intérieur, est très grand pour ces démocraties et qu'il fallait essayer d'en rendre compte, d'en comprendre les mécanismes? Oui, merci pour votre invitation. Merci de me permettre de parler de cette enquête parce que, en effet, le point de départ, le déclencheur, c'est un sentiment un peu diffus que nous sommes en 2022, mais ça fait quelques années déjà, que nous sommes dans une période assez troublante où l'on ressent, vous l'avez d'ailleurs déjà indiqué, une sorte de jeu de pression qui s'exerce sur les démocraties et à l'intérieur des tensions qui travaillent le monde démocratique. Et on a presque déjà la certitude que les démocraties sont mises au défi de continuer à exister dans ce siècle. La période semble beaucoup moins favorable au monde démocratique, confronté à des problèmes importants sur le plan économique, financier, démographique. Il y a beaucoup de sujets et tout se passe comme si ces régimes démocratiques, c'est une espèce d'antienne que l'on entend, eh bien, étaient réputés moins capables de s'en sortir que des régimes autoritaires. Alors, l'étude est partagée entre différents chapitres. Le premier chapitre s'appelle « De qui les démocraties ont peur ?» Alors clairement, on trouve dans l'ordre la Chine, la Russie, mais il y a également la Turquie qui dérange, mais surtout qui désoriente plutôt pas mal les personnes interrogées. Oui, clairement. Alors la Chine, c'est pas une surprise, je pense. Simplement, on avait fait une première enquête dans 42 pays en 2018. La Chine était beaucoup moins impopulaire qu'aujourd'hui, si je puis dire. Il y a une dégradation considérable de l'image de la Chine dans le monde démocratique. Non pas qu'on ne veuille pas d'ailleurs avoir des échanges avec la Chine, parce que les questions sont diverses, mais on redoute ce pouvoir qui apparaît comme menaçant et que l'on sait très autoritaire. La Turquie, vous en parliez, trouble les Européens, parce que c'est un pays membre de l'OTAN qui devient agressif avec des pays partenaires, des tensions fortes avec la Grèce, avec Chypre, avec la France aussi par voie de conséquence. Et donc, on ne sait plus très bien au fond que veut la Turquie et quel rôle elle veut jouer dans cet espace euro-asiatique. Alors, l'image des États-Unis, elle s'est plutôt améliorée depuis 2018 et elle est toujours considérée évidemment comme la puissance la plus influente. Oui, les États-Unis, vous avez raison de le souligner, une image qui s'est relevée depuis la précédente mesure. La précédente mesure en 2018, chacun peut s'en souvenir, je veux dire de la situation, nous étions au moment du Trumpisme, sinon triomphant, du moins en pleine expansion, et l'image des États-Unis dans le monde démocratique était épouvantable. Avec Joe Biden, il y a eu une amélioration qui est durable ou pas, l'avenir va le dire, mais on continue de regarder dans ce monde démocratique, dans ces 55 pays, on continue de regarder les États-Unis comme la puissance qui a le plus d'influence dans le monde. C'est d'ailleurs la seule à laquelle on prête une véritable influence, la Russie étant considérée comme peu influente, mais dangereuse pour ses voisins. Alors, il y a aussi dans cette étude des biais par classe d'âge et sur le fait de redouter en quelque sorte ces puissances autoritaires, on s'aperçoit que les jeunes générations, les 18-35 ans, sont moins craintifs finalement que les générations plus âgées. Ça s'explique par l'optimisme lié à l'âge. Ça peut être l'optimisme, ça peut être une façon de moins se représenter les dangers, les périls. Peut-être que l'histoire est moins présente dans l'esprit des nouvelles générations. Il peut y avoir aussi, parce qu'on le trouve chez ces nouveaux citoyens, une sorte de
compréhension, voire pour partie une adhésion à des conceptions plus autoritaires de la politique et du gouvernement. Alors il y a un chapitre aussi qui s'intitule cette fois-ci « De quoi les démocraties ont peur ?» et c'est également très intéressant parce qu'on voit qu'il y a une forte incertitude sécuritaire, une baisse de la confiance dans les relations entre les personnes, la peur d'un déclassement économique. Bref, les craintes sont assez grands. Alors, un symptôme assez inquiétant de ces attitudes craintives, presque 50% des personnes interrogées, par exemple, sont favorables au droit d'avoir une arme à feu chez soi, même s'il y a de très fortes disparités selon les pays. Oui, et la question, c'est une arme à feu chez soi pour pouvoir se défendre. Pour se défendre, absolument. Et donc, c'est très précis, et vous avez raison, 1 sur 2. Alors, dans les 55 pays, il y a des pays où c'est autorisé et même garanti par la Constitution, c'est le cas des États-Unis. Mais néanmoins, on observe que dans les pays où le droit d'avoir une arme à feu chez soi pour se défendre n'est pas reconnu, il y a une proportion significative, un quart, un tiers, parfois davantage, de citoyens qui ont le sentiment... Il y a un chiffre très fort, notamment sur le continent européen, où les chiffres sont assez faibles, mais par exemple la Serbie, je crois que le chiffre est impressionnant, plus de 70%. Absolument. Après, c'est vrai qu'il y a des particularités historiques et géographiques, mais de manière générale, ce sentiment que l'État, la puissance publique est moins à même de vous défendre personnellement dans un monde agité. Alors bon, il y a beaucoup de questions, on ne peut pas toutes les aborder ici, mais de manière assez étonnante, et contrairement à ce qu'on entend assez souvent, eh bien, finalement, on s'aperçoit que l'attachement à l'Union européenne reste plutôt fort. Oui, ça c'est très clair. L'attachement des Européens, bien sûr, seulement à l'Union européenne est très fort, en particulier à l'euro. Alors l'attachement à la monnaie européenne, à la monnaie européenne, c'est étonnant. Oui. Absolument. Et c'est très important, je veux dire, juste un argument, parce que les Européens de la zone euro ne veulent pas revenir à l'arrière, même si parfois ils disent que c'était quand même sympa d'avoir sa monnaie. L'euro les rassure et rassure la valeur de leur patrimoine. Et donc ça veut dire aussi que toutes les forces populistes qui s'agitent en Europe ne peuvent pas en réalité promettre la sortie de l'euro sous peine de ne pas réussir au plan électoral. Et donc on a une intégration des populistes dans le discours et dans la vision européenne par l'obligation qui leur est faite du point de vue de l'opinion de défendre l'euro. Et puis, il y a aussi une assez forte confiance, finalement, dans les institutions politiques européennes, la Commission européenne, le Parlement, qui sont souvent discrédités, considérés comme des forces obscures et technocratiques. Finalement, même dans certains pays européens, la confiance dans ces institutions européennes est supérieure à la confiance dans les institutions nationales. Absolument. En moyenne, d'ailleurs, en Europe, dans les 27, la confiance dans la Commission européenne est supérieure à la confiance... Sauf en France, je crois. Dans son gouvernement national. Et la confiance dans le Parlement européen est supérieure dans la confiance en son propre Parlement. Donc c'est une situation qui est peu connue, ça. Oui. Parce que vous l'avez dit, on fait souvent le procès des institutions européennes, mais elles vont mieux, au fond, en termes d'opinion que les nationales. Et puis alors, un point qui devrait faire plaisir à Emmanuel Macron, plus de la moitié des Européens sont favorables à une armée européenne. Oui, absolument. Cette idée de l'armée européenne, ça fait souvent sourire les spécialistes des questions militaires, parce que c'est des sujets très techniques et très compliqués et qui touchent à la souveraineté la plus essentielle. Mais il faut le relever, les Européens sont favorables à une armée européenne supplémentaire. L'idée, c'est qu'ils viendraient appuyer les armées nationales. Et ça correspond à leurs craintes face à des menaces extérieures. Alors, au final, Dominique Régnier, malgré tout, malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces inquiétudes, on s'aperçoit dans votre étude que le modèle démocratique, il résiste quand même plutôt pas mal. Absolument. Ça, c'est après tout, c'était pas donné au départ. Les dangers sont exprimés et repérés, mais l'attachement à la démocratie représentative, celle que nous avons réunie 81% de tous les répondants, est beaucoup plus impressionnant encore, quoique ce chiffre soit déjà élevé, l'attachement aux libertés, que nous déclinons, les différentes libertés, liberté de la presse, liberté d'opinion, de choisir pour qui on veut voter, etc. On est à 95%, 96%. Et donc, dans les peuples de ces démocraties, on ne veut pas se défaire des libertés, même si on peut avoir un regard très sévère sur la manière dont fonctionne la démocratie dans son pays. Même s'il y a, je crois, environ à peu près un tiers des répondants qui sont assez tentés par une option bonapartiste, un homme fort à la tête du pays, qui ne s'occuperait pas trop du Parlement ou des élections. Alors disons que comme on leur demande d'évaluer chaque option, il y a 6 options, 6 types de régimes, si vous voulez, ils n'ont pas à choisir, si bien que le régime autoritaire, on va le dire, eh bien, suscite une forme d'évaluation positive de la part d'un tiers des répondants. Mais le régime qui fait
le consensus, c'est le régime de la démocratie représentative. Alors, dernier point très rapidement dans cette opinion, par contre, l'opinion, on va dire, des personnes interrogées sur leurs dirigeants est quand même assez rude, hein, puisque je crois que 50% des répondants estiment que la plupart de ces dirigeants sont corrompus. Oui, alors la corruption, d'ailleurs, hein, est considérée comme la première menace par nos personnes interrogées qui pèsent sur la démocratie. Et en effet, vous avez raison, malheureusement, parce que c'est très exagéré et c'est injustifié, ils considèrent que la plupart de ceux qui nous gouvernent sont corrompus. Et donc c'est un peu à l'emporte-pièce. Et ça signifie aussi l'état de suspicion et de défiance, vous en parliez, dans lequel vivent nos régimes démocratiques et leurs concitoyens. Voilà, il y a encore évidemment beaucoup d'autres choses à lire dans cette étude passionnante, un rapport très instructif hein, sur l'état un peu d'inquiétude, mais finalement qui résiste pas mal des démocraties en ce début des années 2020. Je rappelle le titre de cette étude, Liberté, l'épreuve du siècle. C'est la fin de cet entretien. Merci. Dominique. On peut la lire sur le site de la Fondation. On peut la télécharger gratuitement. Hein. Voilà, donc à télécharger gratuitement, absolument. C'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, ce sera bien sûr le retour de l'information internationale sur France 24. France 24 et RFI présentent. Retrouvez-nous tous les mardis soirs sur France 24 et RFI pour la nouvelle formule de mardi politique, plus longue, plus dense, avec les acteurs de 2022 et donc de cette présidentielle. Dans cette nouvelle formule de mardi politique, nous interrogerons tous les candidats ou leurs représentants sur les grands thèmes de l'élection présidentielle, mais nous essaierons aussi de vous les faire découvrir sous un autre jour, plus personnel, plus humain. Et puis bien sûr la politique étrangère qui est l'ADN de nos deux médias, donc rendez-vous le mardi soir sur France 24 et RFI. Mardi politique, à écouter sur RFI et à voir sur France 24 et france24.com. Parce que l'économie, ça n'est pas que des chiffres et des courbes, ce sont aussi des chefs d'entreprise, des salariés, des entrepreneurs, des chercheurs, des décisions qui changent notre vie et impactent la société et la planète. Pour mieux comprendre l'actualité économique mondiale, ne manquez pas la Semaine de l'écho sur France 24 et sur france24.com. La Semaine de l'écho, à voir sur France 24 et sur france24.com.